ça a été dit tout à l'heure aussi, je suis un homme, peut-être, je suis un homme qui a grandi dans un quartier aussi, donc peut-être qu'il y a certaines choses qui créent un sentiment d'insécurité chez certains qui créent pas ce sentiment-là chez moi. Donc c'est difficile aussi de se prononcer pour les autres. En même temps, bon, c'est pas pour me vanter, mais je suis aussi 2 mètres. Donc, voilà, quand je marche dans la rue, je regarde pas derrière mon dos qu'est-ce qui marche. Mais voilà, c'est vrai que moi, voilà, je trouve qu'il était bon vivre et qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. Tout n'est pas parfait. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a montré la photo d'une voiture qui coupait le trottoir, obligeait une personne en fauteuil à faire une déviation. Il y a plein de petites choses qui ne vont pas. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, mis bout à bout, ça peut faire beaucoup. Mais voilà, l'idée après, c'est de voir et d'essayer d'apporter des solutions. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé comme ça qu'on a le droit de se plaindre, on a le droit d'amener des problèmes sur la table, mais on essaie aussi des solutions. Pas juste dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ça va à peu près. Voilà maintenant tout ce que vous me proposez. Voilà, très sincèrement, je pense que tout le monde doit, à son niveau, avec ses moyens, essayer de faire en sorte que certaines choses, voilà, que certaines choses changent. Après, j'ai gribouillé 2-3 trucs comme ça juste pendant le débat. Il y a eu des idées qui ont été émises en parlant des unités, plein de petits trucs comme ça. Après, moi, je pense aussi qu'il faut trouver les moyens d'intéresser les gens. Parce que amener les gens à participer, c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment trouver le moyen de les intéresser pour qu'une fois qu'on les amène à participer, ils restent dans la boucle et ils continuent à s'impliquer dans la vie de leur ville, et quartier. Ensuite, il y a, j'en ai parlé un petit peu déjà, mais juste reprendre dessus, sur la part de responsabilité des choses. On l'a dit, il y a la ville, il y a les acteurs du quotidien, que ce soit les écoles, que ce soit les centres de loisirs. Je pense que voilà, tout le monde a une part à prendre. Et je pense voilà, qu'en disant que si chacun fait sa part, ça pourra aller que de mieux en mieux. Voilà. Voilà, moi, comment je vois les choses, j'ai exprimé ce que je voyais, et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, encore une ou deux interventions avant la fin. J'en ai vu, si possible, plutôt des gens qui n'ont pas encore parlé. Vas-y. Donc, rebonjour rapidement. La ville, ça me concerne encore parce que c'est moi qui ai la gestion de cet équipement. La ville vient d'ouvrir un 6e équipement dédié à la jeunesse, donc qui se situe dans le centre-ville. Ça s'appelle la structure information jeunesse. Et elle est là pour aider les jeunes de 11 à 30 ans à l'insertion, l'orientation et trouver aussi des métiers qu'on arrive à mettre dans la structure en partenariat avec le Pôle emploi, la mission locale et d'autres partenaires. Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Vernière, donc je préside la CNL, la Confédération nationale du logement sur Nanterre. Donc on crée des amicales, et ça crée du lien social. Alors, créer vos amicales, je suis bénévole, je ne suis pas payé au nombre d'amicales, mais il y en a quand même 32 sur Nanterre. Donc moi, je vais raccourcir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais sur la vidéosurveillance, on a parlé des gens qui se sentaient en insécurité. Les caméras, on se sent en sécurité, mais ce n'est pas du tout ça qui règle le problème. Hein. Moi, j'avais les mêmes chiffres qui ont été dit tout à l'heure, 1% des problèmes. Ça. Et les polices municipales. Alors moi, personnellement, je suis contre, parce que déjà, ça coûte bien plus cher qu'une police municipale. La police municipale, elle est payée par les impôts de tout le monde. C'est la police nationale, pardon, et la police municipale, c'est payé par les habitants d'une ville. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Et pour dire quand même qu'on manque quand même de policiers, parce que c'est 96 000 habitants Nanterre, 180 policiers. Vous regardez, donc il y en a peut-être déjà une quarantaine qui sont dans les bureaux, et après il y a des équipes le matin, le soir, donc on n'est vraiment pas à la hauteur par rapport à certaines villes. Donc moi, il y a une catégorie de gens dont on n'a pas parlé là. Je rappellerai quand même que Nanterre, il y a plus de logements sociaux que de logements privés. C'est 19 000 logements sociaux sur les 35 000, je crois qu'il y a. Et je pense que les bailleurs, ils sont une quinzaine.
ne font pas non plus le travail qu'il faudrait qu'ils fassent. Parce que bon, nous on le voit bien, puisqu'on est confronté aux bailleurs tous les jours avec nos amicales, il y a des choses qui pourraient être faites. Et alors, je n'ai pas les solutions comme ça, mais je vois quand mettons au congrès des HLM, il y a les marchands du temple qui sont là, et si on regarde, mettons, les portes, vous savez, qui se ferment aimantées là, il y a plusieurs catégories. Il ne faut pas prendre la plus basse, hein, parce que bon, un coup de pompe il faut qu'il y ait des choses qui soient faites. Alors ça coûte, hein, puisque ça coûte toujours au locataire. Hein, parce que moi, quand le directeur d'un bailleur me dit vous vous rendez compte ce que ça nous coûte, je dis oui, c'est nous qui payons, hein, toujours à chaque fois. Mais je pense que les bailleurs devraient faire quelque chose. Quand il y a les halls qui sont occupés, quand ceci, cela, il faut trouver des solutions. Alors je ne les ai pas obligatoirement, mais ça représente quand même plus de la moitié des gens qui habitent à Nanterre, ou surtout à Nanterre, ça ils n'ont pas trop ces problèmes-là. Donc, et à Levallois non plus, même si le maire est en vacances. Et donc, sur aussi, lorsqu'on fait nos assemblées des amicales, sur les médiateurs de nuit, sur les médiateurs de nuit, je suis assez partagé, parce que lorsque les adhérents de nos amicales nous en parlent, il y en a la moitié qui disent que ça sert à quelque chose et il y en a la moitié qui disent que ça sert à rien. Donc je suis très partagé. D'abord parce que quand on les appelle, il n'y a pas obligatoirement des réponses et tout. Là-dessus, je suis partagé. Mais ça nous coûte aussi, hein, ça nous coûte en impôts locaux, ça coûte aussi aux locataires puisque les bailleurs payent une partie aussi des médiateurs de nuit. Donc je suis assez partagé. Donc voilà. Tout d'abord, donc, vraiment, je suis très content que ce soir, sur un sujet comme celui-là, on ait réussi à avoir un débat tranquille où chacun apporte son point de vue, ses idées, ses remarques, ses analyses. Comme je suis un vieux Nanterrien, j'habite ici depuis 1956. Je sais que ça n'a pas été toujours le cas, c'est-à-dire que parfois ces débats sur la sécurité, sur la tranquillité, pouvaient tout à fait enflammer la soirée avec parfois des gens pensant qu'eux détiennent la solution, que l'autre solution n'est pas juste. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une plus grande sérénité parce que d'abord chacun sait avec le temps, avec le regard sur d'autres villes qui ont parfois d'autres j'avance peut-être qui ont d'autres choses, qui font d'autres choses, s'aperçoivent qu'il n'y a pas de baguette magique pour parvenir à des résultats. Et donc, c'est ça sans doute qui fait qu'on arrive avec l'expérience à avoir un débat serein. On voit bien que, parce que André, peut-être que certains d'entre vous ne le voient pas, mais par exemple, il y a dans les il a fait Cassou, il a fait le tour de tous les quartiers pour avoir un débat avec tous les gens réunis à l'occasion du conseil de quartier sur le bilan de cette brigade anti-incivilité qu'on a créée et répondu parfois à des questions précises sur, par exemple, les médiateurs de nuit, etc. Donc ce n'est pas un débat, ce débat n'est pas nouveau et ne se fait pas aujourd'hui uniquement parce que dans quelques semaines, il y a des élections municipales. C'est un débat à Nanterre qui est récurrent. On a fait dans les 3 dernières années plusieurs réunions avec le commissaire de police qui accepte, je le remercie, qui accepte, quand on lui sollicite, de venir débattre directement avec les habitants et avec notre concours. Donc voilà, c'est un sujet dont on parle régulièrement. C'est en tout cas un sujet qui fait l'objet de suivi.
Et tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il y a un lieu, un lieu où on en parle régulièrement? Oui, il y a un comité local de la sécurité publique et de la prévention qui se réunit chaque année avec les plus hautes autorités, avec le procureur de la République, avec le commissaire, avec les gens de l'éducation nationale, avec les gens qui sont dans la prévention de la justice, avec des représentants des amicales de locataires, avec des élus de la ville. Et donc, il y a un bilan qui est fait, qui est rendu public, sur ce que sont les actions menées, et aussi sur les points qui dérivent, sur les nouvelles, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les choses nouvelles qui apparaissent dans la ville. Alors, on sent bien que dans tous ces débats, et ce soir encore, on est partagé. Partagé entre ceux qu'il faudrait plus mettre l'accent sur la médiation et sur la prévention, et puis ceux qui pensent qu'il faudrait, au contraire, avoir une capacité un peu plus grande de verbalisation d'un certain nombre d'actes. Moi, je comprends qu'on soit partagé, parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit que j'étais depuis 15 ans maire. À l'expérience de mes 15 ans de maire, je pense qu'il faut les deux. Et qu'il faut à la fois cette capacité de médiation. D'ailleurs, je suis content, par exemple, qu'une ville comme Courbevoie, qui a une police municipale importante, est venue à Nanterre voir le travail fait par les médiateurs de nuit. Et la décision qu'a pris le maire de Courbevoie en rentrant chez lui, c'est de créer un service de médiateur de nuit comme nous l'avons, alors qu'il avait la police municipale. Pourquoi? Mais parce que dans les halls d'immeubles le soir, des immeubles de Courbevoie, pas un policier municipal pouvait y rentrer sans que ça crée un moment de tension extrêmement grande, avec parfois l'appel, les conséquences que ça a, l'appel à la police nationale, etc. Et il a vérifié comme nous que, certes, les médiateurs de nuit ne règlent pas tout, mais d'abord ils pèsent sur la situation, déplacent, parviennent à résoudre des situations et permettre aux autorités, à la ville, à la police par la ville, être au courant des choses telles qu'elles évoluent, aux bailleurs, être au courant parfois de choses qui... Ce n'est pas les personnels de gardiennage qui vont les renseigner. Donc, oui, il faut ça. Pourquoi il faut... Évidemment, il faut une capacité de verbalisation supplémentaire. Alors, Alexis a compris les domaines sur lesquels supplémentaires on peut confier à cette brillante incivilité, à ces policiers municipaux qui seraient plus nombreux, parce que, comme ça a été dit, il y a des actes qui nécessitent d'être verbalisés, sans lesquels les choses ne peuvent pas avancer. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu ce travail, qu'on soit, par exemple, qu'on soit policier municipal, avec le statut de policier municipal, ou qu'on soit médiateur, de toute façon, les habitants, ou qu'on soit ce qu'on appelle SVP, de toute façon, dans les villes où, par exemple, il y a beaucoup de policiers municipaux, les gens reprochent à la police municipale de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de faire trop ceci, de faire trop cela. Évidemment, côtoie les 130 maires des communes de la métropole de Paris, il n'y en a aucun qui dit aujourd'hui que, par exemple, avec la police municipale, y compris très importante, ils n'ont pas ces reproches-là. Parce que c'est... D'abord, la confusion est toujours grande. Dès que les gens voient quelqu'un qui se positionne pour essayer de régler un certain nombre de problèmes sur l'espace public, ils lui demandent forcément de régler l'autre problème. Alors, ils demandent à un policier municipal, par exemple, de régler le trafic de drogue pour lequel il ne pourra jamais régler. C'est un problème lourd qui demande des interventions extrêmement importantes, etc. À l'inverse, il demande à un médiateur de nuit de régler le PV qu'il faudrait mettre à la personne qui est sur le trottoir, etc. Donc, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de... Voilà. C'est un métier difficile que font ces hommes et ces femmes qui sont sur l'espace public et qui vont dedans. Évidemment, dans le débat, et je crois que ça vient tout le temps, bien sûr, je pense qu'il n'y a personne ici qui peut dire que la question de la sécurité
de la tranquillité publique, ça ne se règle qu'avec des problèmes de sécurité, qu'avec des mesures de sécurité. Bien sûr, personne ne le dit, et chacun sait que ce n'est pas vrai. Bien sûr que sur la question de la réussite scolaire des enfants, bien sûr qu'il faut travailler sur la question de l'accès à l'emploi de tous les jeunes, comme ça a été dit tout à l'heure, bien sûr qu'il faut faire en sorte que le vivre ensemble soit beaucoup plus important, que les gens se parlent plus, que le vivre ensemble se développe plus. Tout ça est tout à fait évident, et Patricia Porture peut-être fait partie, si je la vois. Bien sûr, quand par exemple on a agi lourdement sur le quartier du Petit-Nanterre en démolissant, en relogeant certains habitants du quartier du Petit-Nanterre, par exemple sur les terrasses de Sénarches ou sur le long de l'avenue Georges Clemenceau, et qu'à la place des immeubles dans lesquels ces gens étaient, on a apporté de la mixité, des gens divers sont venus habiter là-bas. C'est sûr, Patricia peut le dire, la situation au Petit-Nanterre, elle est mieux que ce qu'elle était, y compris sur des questions de sécurité, y compris d'ailleurs sur des questions de trafic de drogue, qu'elle était en 2008 ou en 2014. Et l'ambition que l'on a du grand projet sur le quartier du Parc Sud, dont on va aller s'assurer le 5 décembre que l'État s'engage avec nous en signant, puisqu'on doit signer le 5 décembre, évidemment, on sait bien que c'est un enjeu formidable pour le quartier du Parc, sans lequel on ne pourra pas garantir ou avoir ce niveau de vie auquel les uns et les autres on aspire. Donc, oui, bien sûr, ces grands projets-là, il n'y a pas d'autre côté, d'un côté toute l'action sociale qui est menée, l'action culturelle, sportive. Tout à l'heure, on opposait un peu, mais par exemple, il y a des tas de jeunes de Nanterre. Ousmane les a, c'est presque 850 jeunes de Nanterre qui viennent toutes les semaines au stade Gabriel Péry et que Ousmane, avec ses équipes, entraîne. Bien sûr qu'il y a une part de jeunes, d'enfants, etc., dont le comportement dans la ville va parfois s'en sortir grâce à ces éducateurs sportifs, au sport, d'autres à travers la culture. Les formes de réussite et de socialisation sont multiples, il faut toutes les garder. Mais il n'y a pas donc, bien sûr, ces choses-là sont très importantes, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais en même temps, il faut des moyens pour peser sur les actes d'incivilité, il faut des moyens pour peser sur les actes de sécurité, et de ce point de vue, donc des propositions ont été faites, on a entendu les remarques des uns des autres, je pense qu'il faut les deux. Je pense évidemment, personne ne dit que la vidéosurveillance, même si ce n'est pas le mot qui est officiellement pris, mais Protection. Allez, vidéosurveillance, bien sûr que c'est un élément aujourd'hui qui permet, dans certaines situations, de peser sur la situation et qui permet à la police de mener des enquêtes, d'identifier des infractions qui, sans quoi, seraient beaucoup plus difficiles. Donc, pas de magie, mais un outil qui est utile, qu'il ne faut pas, il ne s'agit pas, on a dit 52, 60, on est presque à 60 caméras à Nanterre. Il y en a quelques-unes qui ont été mises par le conseil départemental dans le parc. On n'est pas dans une situation d'en mettre à tous les coins de rue, à tout, etc. Mais c'est une demande, etc. On va aller à la vidéo-verbalisation, oui, parce que, par exemple, compris avec la police nationale, pour, par exemple, endiguer le stationnement totalement anarchique dans le quartier sur la place de la Boule et la rue Georges Clemenceau. Et oui, on va utiliser cet élément-là pour pouvoir verbaliser à plus grande vitesse et que les gens sachent que quand ils s'arrêtent, il y a possibilité qu'ils aident. On a beaucoup réfléchi sur les scooters dans le centre-ville. On ne peut pas continuer avec cette place Gabriel Péry traversée par les scooters qui ne respectent rien, etc. Donc oui, on va mettre une caméra pour vidéo-verbaliser dedans, parce qu'on ne peut pas mettre évidemment tous les soirs 3 policiers qui tentent d'intercepter ces choses-là. Donc je pense qu'il faut mélanger les choses.
Dernière chose que je vais vous dire, c'est que c'est vrai que apparaissent des choses nouvelles. Je vais vous les citer. Les rodéos. Alors, on confond tout, hein, les rodéos. C'est-à-dire, c'est les gens qui avaient des motos qui normalement ne sont pas faites pour aller sur les rues et puis qui faisaient courses dans la ville, etc. Il y en a moins. Il y en a moins. Alors, il y en a moins, pourquoi? Parce que, comme on le demandait depuis des années, la législation, elle a changé. La loi a changé. Jusqu'à maintenant, la police ne pouvait pas confisquer les engins qui servaient à faire ces rodéos. Il a suffi que la loi change et que les policiers aient plus de possibilités, non pas de courir derrière les gens qui avaient, mais qui allaient pouvoir donc leur demander aller chercher les motos dans les endroits où elles sont, parce que souvent ils savent, de pouvoir les conserver, qui avaient de les détruire, hein, puisque maintenant ils ont même la capacité de les faire détruire, pour que baisse la question des rodéos. Il y a Scooter, qui n'est pas la question des rodéos, mais il y a toute une partie, et pas que des jeunes. Les scooters se sont énormément développés, ils sont en train de se développer encore plus, puisque avec le portage à domicile des sushis, des pizzas et bientôt de tout, évidemment, il y a toute une gamme de scooters. Les scooters sont beaucoup développés, avec des personnes qui, parfois, sont sur un scooter comme s'ils étaient sur un cheval en cavalerie. Et ils se pensent dessus, et donc, pas qu'à long terme, mais d'une manière générale dans les espaces urbains, on leur a laissé croire qu'ils avaient cette liberté de pouvoir aller sur les trottoirs, de prendre les pistes cyclables, etc., etc. Alors, je partage le travail que fait le service jeunesse pour, y compris, faire passer le permis, voilà, faire toute une série de choses, etc., pour préparer ces jeunes à l'utilisation. Mais c'est sûr qu'il faut qu'autour de cela, à la fois en termes de législation et en termes de verbalisation, il faut qu'on fasse rentrer tout le monde à l'idée. Les scooters, ça fait partie des modes de locomotion actuels dans le milieu urbain, mais ça ne peut pas se déplacer sur les trottoirs, ça ne peut pas remonter les pistes cyclables. Voilà, il faut qu'on arrive à reciviliser la manière. Et quand je dis ça, ce n'est pas que les jeunes, parce que vous regardez sur les scooters, il n'y a pas que des moins de 30 ans, et les comportements sont... il y a la mécanique sauvage. Il y a 15 ans de ça, ou 20 ans de ça, quasiment ça n'existait pas. Évidemment, on lit comme vous la presse, je regarde tout ça, etc. J'ai vu que cette question devenait une préoccupation de sécurité sur l'ensemble des métropoles. Sur la métropole de Paris, mais sur l'ensemble des métropoles. Qui est le confin entre des gens sans boulot, hein, parce qu'au départ, souvent c'est ça, des gens sans boulot, qui pensent évidemment s'installer, et il y a une demande, parce que ça coûte cher d'emmener son véhicule au garage, et donc qui sont inventés ça. Les armes, c'est pas simplement, bien sûr, il y a la dissuasion, ce que fait la policière municipale avec son équipe, mais avec le commissaire de police, on a mené des opérations beaucoup plus dures que celle-là, et y compris donc avec l'intervention auprès de la police, des inspecteurs du travail, puisqu'il y a un travail illégal, avec les douanes, parce qu'il y a toute une série de trafics, et on est confronté à ça. Et donc il faut des mesures nouvelles. Vente à la sauvette, même problème, quelque chose qui quasiment n'existait pas. Avant c'était assez simple, il y avait des marchés, les gens prenaient, etc. Aujourd'hui, donc j'ai pris un arrêté interdisant la vente à la sauvette. Normalement c'est interdit, mais en accord avec le commissaire pour pouvoir renforcer son action, j'ai pris un arrêté, et des premières interventions ont eu lieu, parce que j'avais vu qu'autour de la gare de Nanterre, au début il y en avait un qui faisait, bon, tout le monde trouve un peu sympathique, en disant, bon, et puis on voyait que c'était en train de s'étendre. Donc voilà, ça c'est au marché, hein, donc Rachid n'est pas là, mais on est en train de travailler sur cette question-là pour y compris enrayer. Mais ça, c'est des comportements nouveaux qui n'existaient pas il y a 5, 10 ou 15 ans. SDF ou personnes en état d'ébriété avancée sur l'espace public. Alors SDF, ça existe depuis longtemps, depuis presque le Moyen-Âge, même avant.
personnes en état d'ébriété nouvelles. Voilà. Alors, il y en a dans le centre-ville, il y en a sur le terre-plein de la 86. Alors là, pareil, oui, avec le commissaire de police, on a décidé à la fois des mesures strictes, hein, donc de contrôle, un certain nombre ont été emmenés au commissariat, etc., et en même temps, accompagnement. Donc, tout à l'heure, ça a été dit, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais oui, on a pris une équipe qui s'appelle le CARU, donc association spécialisée. Quand on dit association, ça a été des professionnels, hein, le statut associatif est utilisé à beaucoup de choses, c'est des professionnels, pour aller au contact, pour essayer de les sortir de la rue pour ceux qui sont là. On y arrive, hein, on a réussi à faire reloger des gens qui étaient dans le centre-ville et qui passaient leur vie, etc., ou accepter d'être dans un processus de soins par rapport à leur alcoolémie extrêmement forte. Est-ce que c'est facile? Non. Donc les deux, fermeté, parce qu'il faut... J'ai fermé le parc des anciennes mairies un début d'été pour montrer que ce n'était pas possible, qu'on ne laisserait pas le parc des anciennes mairies envahi par des gens avec ces comportements-là. Bien sûr. Et en même temps, travaille pour les faire. Stationnement. Alors, il y a des incivilités sur le stationnement qui existent, qu'il faut continuer de travailler. Quels sont les phénomènes nouveaux, et notamment pour des grands quartiers comme le chemin de ville, comme le parc? En 2000 a été votée une loi, qui est une belle loi, qui s'appelle la loi SRU, qui oblige toutes les communes, normalement, à faire une part de logements sociaux. C'est difficile, ils ne veulent pas le faire, mais la loi existe. Dans la même loi, il y a des parlementaires et des gouvernants qui ont pensé qu'il fallait arrêter que le loyer, que le parking qu'utilisaient les gens dans le logement social soit intégré au loyer. Prétextant que ce n'était peut-être pas forcément juste, que les gens n'avaient pas de voiture, qu'il n'y avait pas de raison, etc., qu'ils payent dans le loyer. Donc depuis, progressivement, ces mesures se sont mises en place. Quel est le résultat? Puisque c'est plus dans le loyer, il faut le payer en plus. Les gens qui vivent dans les logements sociaux, qui sont des gens de niveau divers, mais qui en général ont des revenus assez faibles, ou moyens, en tout cas dans la barre basse des revenus, eh bien, payer 35, 40, 45 euros, etc., quand ils tentent par tous les moyens d'y échapper. Et donc aujourd'hui, vous avez des véhicules, vous avez des parkings sous les immeubles qui sont parfois vides ou à moitié remplis, et puis des tas de voitures qui sont autour. Ça, les villes, les bailleurs sont confrontés à cette situation-là et nous nécessitent des mesures nouvelles. Alors, on en a prises, par exemple, on a expérimenté à Komarov avec l'office HLM, on a résidentialisé le parking. Aujourd'hui, les gens, pour rentrer dans le parking Komarov, il faut avoir une carte donnée par l'office, vendue par l'office, il faut payer 15 euros par mois, mais depuis, l'ensemble des habitants de Komarov qui justement protestaient parce qu'ils n'avaient pas de place en permanence en ont une, on a réglé les voitures ventouses, etc. Et donc, oui, il y a des situations nouvelles comme ça qui nous faut prendre en chose. Et puis, dernier point, dépôts sauvages. Oui, il y a une explosion en France des dépôts sauvages. D'abord parce qu'on a modifié, c'est pareil, la réglementation en interdisant aux artisans, notamment du bâtiment, d'aller mettre leurs déchets gratuitement dans les décharges. Sauf que quand le législateur a pris cette décision-là, il n'a pas pensé que les artisans ils allaient régir autrement, et donc ils les mettent un peu partout ailleurs. Donc on est en train de réexaminer comment il pourrait y avoir des lieux gratuits dans lesquels les artisans pourraient venir, parce que sans quoi on ne s'en sortira pas. Et en même temps, il faut changer la loi, parce que quand par exemple les équipes identifient le nom de quelqu'un qui a fait un dépôt sauvage, puisqu'il y a ces enveloppes qui sont dedans, la capacité de verbalisation est tellement compliquée que, en gros, ce n'est pas dissuasif. Donc il faut changer la loi. Voilà. J'ai traité ces questions-là pour que vous voyez que la question de la sécurité, de la tranquillité, etc., des incivilités ne se posent pas de la même manière. Voilà, il y a des phénomènes nouveaux, il y a d'autres qui ont disparu, qu'il faut prendre en compte. Et moi, en tout cas, je suis très intéressé. J'ai vu, on a noté toutes les propositions qui ont été faites. On va tous les examiner, tous les évaluer. Et je pense qu'en tout cas, ensemble,
dans cette ville sans céder à l'idée qu'on pourrait régler toutes les questions d'insécurité, de tranquillité uniquement avec des mesures coercitives ou de choses de ce type, bien sûr, il faut évidemment continuer d'avancer sur ce sujet, et je pense en étant sur les deux volets, celui de la médiation et de la prévention, et en même temps celui d'avoir une capacité plus grande de verbalisation. En tout cas, merci à toutes et à tous pour cet échange, pour ces propositions, pour ce débat. Et la dame tout à l'heure, elle a dit, Seigneur, dites-nous par exemple, il y a une question auquel quand vous avez commencé votre mandat en 2014, que vous vouliez régler, et puis que vous n'avez pas réussi à régler, que vous n'êtes pas satisfait. Alors, je vais vous en donner une. Le lâchage se lave en famille, donc... Non, ça fait rien, c'est public, c'est pas de souci. Moi, je souhaitais, avec toute l'équipe, que sur la question de l'attribution sociaux, la transparence dans cette attribution et l'équité soient clairement établies pour tous les Nantériens. Ça nous semblait indispensable, puisqu'on est dans une période de crise du logement que seuls ceux qui vivaient dans les années 50, à l'époque de l'abbé Pierre, ont connu, puisque, en gros, en Île-de-France, il y avait 400 000 familles demandeurs de logement social en 2010. Il y en a 720 000 aujourd'hui. Donc on est passé, et pour vous donner le chiffre en à côté, il se libère 80 000 logements sociaux par an. 80 000. Ils s'en libéraient à peu près la même chose en 2010 qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en 2010, il fallait en moyenne 5 ans en Île-de-France pour avoir un logement. Quand je dis avoir un logement, c'est aussi bien une mutation plus grand, plus petit que une... Aujourd'hui, c'est 10 ans, 80 000, 720 000. Donc la question de la transparence et de l'équité est une question essentielle. Quand moi j'ai eu 20 ans à Nanterre, quand j'étais à Nanterre, en gros on attendait 12-15 mois pour avoir un appartement HLM. Bon, qu'il y en a un qui attend 15 mois, l'autre 14, l'autre 12, tout ça, ça n'a pas grande importance. Par contre, quand vous attendez 3 ans et demi, 4 ans, ça c'est de grosse importance. Et vous voulez être certain qu'il n'y ait personne qui passe avant vous, personne qui ait plus de droits que vous. Je vous le dis tel que je pense, on a réussi en partie pour ce qui est des attributions, parce que les gens savent que ça se fait à l'ancienneté pour ce qui est de la ville, et seulement à l'ancienneté de la demande. Et pour aller plus loin, on publie maintenant dans Nanterre Info l'ancienneté des gens à qui on attribue le logement, tous les mois, mais nous ne sommes pas parvenus à ce résultat sur le fiche HLM de Nanterre. Et je sais que des habitants de Nanterre ne comprennent toujours pas comment se font les mutations, puisqu'il s'agit de mutations, de gens qui sont déjà à l'office et puis qui veulent un appartement plus grand. Ne comprennent toujours pas comment ça se passe. Voilà, voilà quelque chose dont je suis déçu que nous n'ayons pas réussi à faire. Donc ça me permet de vous dire qu'il y a 2 prochains débats. Le 28 sur l'éducation, c'est à 19h30 à la salle de Corbusier, à côté dans le Parc Nord, à côté de la gare Nanterre-Préfecture, et le 5 décembre sur dans le quartier Picasso, ce qui permettra de débattre de cette question-là, donc des mesures qu'on pourrait pour qu'on arrive à ce résultat qui est absolument indispensable. Il y a des difficultés, mais il faut que les habitants, il faut qu'ils soient sûrs d'une chose, c'est que leurs élus, parce que ça implique, les bailleurs sociaux, agissent avec respect, avec équité et avec justice et avec transparence. Voilà. Les gens peuvent comprendre qu'on n'arrive pas à trouver un emploi pour tout le monde, qu'on n'arrive pas à trouver un logement pour tout le monde, qu'on n'arrive pas à faire que toute personne réussisse à l'école, mais ils veulent que les choses soient nettes, claires, transparentes
et qu'elle puisse être évaluée et qu'il n'y a pas, qu'on ne cède à aucun clientélisme qui parfois peut être la règle dans certaines villes. En tout cas, avec moi, jamais. Merci.